Ok. Bon, on a encore des gens qui arrivent. Bonjour Maëva, bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. Pendant que les participants nous rejoignent progressivement, je vais juste rapidement vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue pour ce webinaire donc, qui va durer environ 1 heure. Aujourd'hui, on a voulu, un petit peu en prévision du 8 mars, et en vue de toute autre activité tout au long de l'année autour des enjeux d'égalité femmes-hommes, revenir un petit peu avec vous tous et toutes sur tout ce qui est relatif aux stéréotypes de genre et sur comment on peut mobiliser des outils qui sont ceux de l'esprit critique pour travailler à leur déconstruction avec des publics qui sont, alors pour nous à Dozen, les publics jeunes, mais ça peut inspirer des pratiques au-delà de ça. Voilà, je vois qu'on a encore des gens qui sont en cours de connexion, qui se connectent, se déconnectent. Vous avez tous un petit bouton de chat en bas à droite. N'hésitez pas à le mobiliser si jamais il y a quoi que ce soit en termes de technique, en termes de difficulté de son ou autre. Voilà. Normalement, vous avez l'air de bien m'entendre. Si ce n'est pas le cas, alertez-moi. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour toute question que vous auriez. Voilà. Résultat, je vais commencer un petit peu en me disant que ça va faire arriver les retardataires. Et pour commencer, je vais me présenter et je vais vous proposer aussi de mettre dans le chat, si vous y avez accès, rapidement votre nom, votre prénom et si vous avez des attentes précises, les formuler par rapport à ce webinaire. Donc, moi, je me présente, résultat. Je suis Claire Ménard, je suis coordinatrice d'équipe et de projet au sein de l'association Adozen Prévention Santé MGEN, association sur laquelle je reviendrai rapidement pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Voilà. On va passer un petit peu au vif du sujet. Si j'arrive à reprendre la main sur mon PowerPoint, c'est bon. Rapidement, aujourd'hui, c'est quoi les objectifs donc, de cette heure qu'on va passer ensemble? C'est de découvrir un petit peu notre démarche pédagogique et comment, nous à Dozen, et comment elle peut contribuer au développement de l'esprit critique et comment ça, ce développement de l'esprit critique peut venir nourrir des travaux de déconstruction des stéréotypes de genre avec des publics jeunes. Voilà, donc rapidement, l'intervention, elle a trois grandes parties. La première, c'est nous et notre démarche, que vous nous situiez un peu, si jamais ce n'est pas encore le cas. Un tout petit point de terminologie sur les stéréotypes de genre, juste qu'on soit d'accord et qu'on parle tous de la même chose. Et enfin, un temps plus long, parce que c'est ça, je pense, qui vous intéresse, sur comment on mobilise les habiletés de pensée et l'esprit critique pour déconstruire les stéréotypes, donc avec des exemples pratiques qui peuvent venir nourrir vos pratiques à vous. Petite remarque quand même préalable, là, l'idée, ce n'est pas de vous présenter des outils clés en main, c'est plutôt d'explorer un petit peu des façons de faire. Les outils clés en main, ça fera l'objet, on en a, on vous les présentera lors d'un second webinaire en février, qui s'appellera le Café branché, et sur lesquels on vous présentera des choses plus directement mobilisables auprès de jeunes. Voilà. Donc, rapidement, juste pour ceux et celles qui ne connaissent pas, et donc j'ai vu, bonjour Isabelle, infirmière, donc scolaire, très bien, enchantée. Donc, à Dozen, qui nous sommes? On est une association de loi 1901 agréée par le ministère de l'Éducation nationale et on agit auprès de jeunes dans le cadre scolaire ou périscolaire pour le bien-être des jeunes, voilà, de tout âge, maternelle à l'université, et on va aller explorer avec ces jeunes tous les sujets de santé, de citoyenneté et de solidarité. Donc, on a des thématiques assez variées. Ça peut être aussi bien des choses autour des addictions, des choses autour des réseaux sociaux, des choses autour de la santé mentale, de l'estime de soi, tout plein de choses, de la vie sexuelle et affective, et beaucoup tout ce qui est en jeu d'égalité, de discrimination. Pour faire tout ça, on a 4 grands domaines d'activité. Donc, le premier, c'est qu'on intervient en milieu scolaire et périscolaire partout en France. Concrètement, on a des volontaires en service civique, on en a quelques-unes avec nous aujourd'hui, bonjour, qui sont déployés partout en France et qu'on accompagne et qui vont aller mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes directement, donc que ce soit en classe ou ailleurs, sur nos thématiques. Le deuxième grand axe, c'est qu'on développe des outils pédagogiques et des démarches d'intervention qui sont mises à disposition pour l'essentiel gratuitement sur notre site web, donc n'hésitez pas, et qui sont à la disposition de tous et toutes.
Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la coopération pédagogique. C'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est-à-dire c'est de partager à la fois nos pratiques, nos démarches, nos outils, et aussi donner des espaces pour que les gens puissent partager les leurs. Vu qu'on travaille avec un réseau d'enseignants, d'infirmières scolaires, de rectorats, enfin voilà, d'intervenants assez large. Et enfin, le dernier, c'est aussi un peu l'objet de la journée, tout ce qui est formation finalement toute personne susceptible d'intervenir auprès de jeunes. Donc, ça va être aussi bien la communauté éducative que de plus en plus les professionnels de santé et les étudiants en santé, donc étudiants en médecine ou infirmiers, qui vont réaliser leur service sanitaire, donc quelques semaines dans des établissements scolaires avec des missions de prévention. Donc, nous, on apporte de la formation, du contenu, des outils à toutes ces personnes-là en très gros. Toutes ces activités, elles sont traversées par une démarche qu'on a conçue en collaboration avec des chercheuses, des doctorantes en sciences de l'éducation et en philosophie. En gros, on est parti un petit peu du même point de départ que beaucoup d'acteurs de prévention, à savoir que être prescriptif auprès de jeunes, dire aux jeunes quoi faire, quoi penser, ça a une efficacité toute relative dans la mesure où ça peut générer de l'indifférence, voire des résistances. En très gros, c'est ça. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça? Comment on met en place des modalités d'intervention qui ne soient pas prescriptives? Nous, notre parti pris, ça a été de concevoir ce qu'on appelle la démarche réflexive, c'est-à-dire qu'on cherche à ne pas dicter un comportement, mais à donner des moyens aux jeunes pour élaborer une réflexion et faire des choix éclairés, réfléchis. On va les amener à interroger leur comportement, à enrichir leur compréhension des sujets, à construire un jugement qui leur soit propre, et le tout, en fait, sous un format où collectivement, on va ensemble explorer une thématique et se poser toutes les questions qui nous viennent dans une démarche de questionnement et dans un dialogue. C'est assez abstrait, mais ça va être illustré très concrètement par la suite, donc je ne m'y attarde pas trop pour l'instant. C'est une démarche qui s'inspire de la pratique philo pour enfants et adolescents et l'exercice d'habileté spécifique. La pratique philo pour enfants et adolescents, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est apparu au cours du XXe siècle, et c'était l'idée de dire les enfants ados se posent des grandes questions et il faut les accompagner dans la formulation de ces questions et l'élaboration de débuts de réponses. Et pour faire ça, on peut se baser sur des principes issus de la philosophie. Il ne s'agit pas de faire forcément de la philo à proprement parler, mais c'est de s'appuyer sur le raisonnement, la logique et toutes ces choses-là pour les accompagner dans la construction un petit peu d'une pensée qui leur soit propre. Nous, on ne fait pas ça, parce qu'on n'est pas des intervenants en philo, on est des intervenants en santé, citoyenneté et solidarité. Mais on s'est beaucoup intéressé aux habiletés qui sont mobilisées. Quand on fait travailler des enfants sur une thématique, on les incite à exercer leur pensée, donc à travailler, ce que j'ai dit, la logique, la recherche, manipuler des concepts, reformuler, donner des exemples. Il y a aussi des habiletés sociales, la capacité à multiplier des points de vue, à les mettre en relation, et des habiletés affectives, écouter l'autre, encourager, féliciter. Nous, c'est ça qui nous a intéressés là-dedans, et c'est de se dire comment on va mobiliser ça autour de nos sujets, qui sont des sujets plus précis de santé, de citoyenneté, de solidarité. Et donc, nous, on se focalise en particulier sur les habiletés de pensée, et donc la construction de l'esprit critique. En très gros, on leur fait travailler le fait de rechercher des réponses, des questions, de raisonner, d'articuler différents éléments, d'organiser l'information, et parfois de la hiérarchiser, par exemple, et la traduire, la reformuler en des termes qui sont compréhensibles. Je vous ai mis un exemple là, mais on va rentrer dans le vif plus vite après, juste de comment ça s'incarne. Voilà, on va demander aux jeunes, quand ils vont donner une affirmation, par exemple sur la thématique des addictions, ils vont dire qu'être addict, c'est être esclave d'un produit. Très bien. Est-ce que tu peux illustrer ça avec un exemple? Mais ça veut dire quoi être esclave? Quel concept ça va venir mobiliser? Voilà. Donc, c'est ce type de choses. Donc là, je vous ai mis des questions un petit peu type de relance. L'idée, c'est vraiment de se dire tout ça, c'est des petits muscles, en fait, qu'on a tous. C'est des choses qu'on fait tous et toutes plus ou moins consciemment. Donner des exemples, des contre-exemples, définir, établir des critères. Et on va leur faire un petit peu faire ça de façon un petit peu plus consciente
avec des questions spécifiques qui vont les inciter à questionner ce qu'ils disent comme étant des évidences. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi, outre ces questions? La façon dont on intervient, on part de l'intérêt des élèves. Ça, c'est la première chose. Ces élèves, vu qu'on va accompagner leurs pensées, on les considère comme des interlocuteurs valables. Et les questions de départ, les questions qu'on va traiter, ce n'est pas les nôtres, c'est les leurs. Ça veut dire qu'à un moment, on va les inciter à formuler des questionnements, à choisir la question qu'ils souhaitent traiter. Et c'est ensuite qu'on va travailler ensemble à y répondre. Et pour y répondre, on ne va pas organiser un débat où il faut avoir raison. On ne va pas organiser une espèce de duel d'opinion. On va vraiment explorer toutes les réponses possibles, tous les éléments qui peuvent venir contribuer à répondre à une question donnée, en exerçant les habiletés de pensée pour avoir une rigueur intellectuelle dans ce qu'on dit. Ce n'est pas la foire ou n'importe quoi. Voilà. Et la dernière chose, on est des acteurs aussi d'éducation, donc on a aussi ce rôle de procurer une information, mais on va laisser les élèves la problématiser et la lier à leur expérience. Je vais donner un exemple très concret sur tout ce qui est prévention des infections sexuellement transmissibles. La façon dont on intervient, nous, c'est pas de dire « il faut mettre un préservatif ». On va donner l'information scientifique, le préservatif protège des infections sexuellement transmissibles. Et ensuite, on va leur demander ce qu'ils font, eux, de cette information. Et donc, les amener à se dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre un préservatif? Est-ce que ça implique des notions connexes de respect de l'autre, de consentement? Qu'est-ce que ça implique par rapport au plaisir, etc., etc. Et donc, on va les laisser problématiser entre eux cette information scientifique qu'on leur a donnée, de façon à ce qu'ils la fassent leur et à ce qu'ils l'approprient beaucoup plus, finalement, que sinon on arrive, on dit, mettez une capote. Voilà, très gros, c'est ça. Donc, comment on applique ça aux stéréotypes de genre? C'est le sujet du jour. Je ne m'attarde pas plus sur la démarche parce que vous allez la voir illustrée avec des exemples d'animation, etc. N'hésitez pas à écrire dans le chat s'il y a besoin. Je n'ai pas forcément prévu de temps de questions-réponses spécifiques, donc je les prendrai au fur et à mesure. Voilà, donc s'il y a des questions de compréhension ou des choses sur lesquelles vous voulez plus de précision, allez-y, je prendrai le temps d'y répondre. Juste comme je disais, avant de vous montrer un petit peu ce qu'on propose nous, j'ai voulu juste revenir un peu sur les notions qu'on va manipuler, donc genre et stéréotypes. Pourquoi? Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose et pour ne pas mélanger les choux et les carottes. Et aussi parce que c'est des termes qui peuvent être polysémiques. Donc juste quand là, je vais parler de genre, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres acceptions du terme, mais là, c'est celle que je vais mobiliser. Je parle de la notion qui est classiquement articulée au sexe, parfois opposée au sexe d'ailleurs. Le sexe étant entendu comme les caractéristiques biologiques, physiologiques des individus, femelles, mâles, intersexes. On oublie tout le temps les intersexes, mais ça existe. Le genre, c'est finalement un concept qui permet d'analyser tout ce qui vient assigner à chacun des sexes des caractéristiques et des rôles sociaux. C'est la socialisation du sexe, pour le dire autrement. C'est un concept analytique, ce n'est pas une théorie. Voilà, j'évacue un petit peu cette façon de concevoir la chose, qui nous permet de voir en fait des processus de catégorisation, de hiérarchisation des individus en fonction de leur sexe. Autrement dit, on est avec des caractéristiques physiques, mâle, femelle, intersexes, et on a associé à ces catégories des comportements attendus, des attributs attendus. Ces attributs-là, ils ne sont pas directement liés à la présence d'un vagin, d'un pénis, de testicules, ils sont sociaux, les femmes sont douces, voilà, par exemple. Et en fait, le genre, c'est ce qui nous permet de donner à voir tout ce qui n'est pas naturel, mais qui est naturel, je mets des guillemets, mais voilà, mais qui est naturalisé, c'est-à-dire qu'on va présenter ça comme une évidence, alors que ce n'est absolument pas une. Voilà, très rapidement, c'est cette définition-là que je vais utiliser. Encore une fois, il y en a d'autres, mais je parle bien du système qui classifie les individus en fonction de catégories. Voilà. Sur le stéréotype, de quoi qu'on parle? Je vous ai mis la définition du Robert parce que je la trouve pertinente, parce qu'elle est double. On a la première définition, opinion toute faite réduisant les particularités. C'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais on a aussi la deuxième qui dit, en didactique, une association stable d'éléments, symboles, etc., qui forment une unité. En gros,
quand on a des apprentissages tout au long de la vie, et particulièrement quand on est petit, on apprend en catégorisant. On apprend à mettre les carrés rouges dans les trous rouges dans les jeux pour enfants. On apprend à identifier les animaux de la ferme. Voilà, il y a différents animaux de la ferme, mais ils font tous partie de la catégorie animaux de la ferme. Les fruits, les légumes, c'est un exemple. Et ces catégories, elles sont utiles. Pourquoi? Parce que quand on regarde le monde qui nous entoure, on se prend des tonnes d'informations, des tonnes d'informations, de formes, de couleurs, de mouvements, de bruits, voilà. Et on va utiliser ces informations pour catégoriser, pour mettre dans des petites boîtes ce qu'on observe autour de nous. Et ça va nous permettre de penser, de traiter l'information, en fait. Donc, c'est ça l'association stable d'éléments, en fait, qui forme une unité. Je vous ai mis des champignons, pourquoi? C'est pas juste parce que j'avais de la place sur ma slide. Si je me promène en forêt, que je vois une petite chose au pied d'un arbre qui a un tronc, enfin un pied, un capuchon, une tête, et qui est rouge à pois blanc, je vais pouvoir identifier que c'est un champignon, déjà, parce que j'ai une connaissance préalable de cette forme-là, c'est la forme d'un champignon, le pied d'un arbre et la zone humide, voilà. Et que comme il est rouge à pois blanc, il n'est pas comestible. En gros, je catégorise champignons, j'attribue une caractéristique non comestible et ça influence ce que je fais derrière. À ce titre-là, c'est utile. C'est toujours utile d'ailleurs. Et en sciences humaines et sociales, ensuite, ça a été analysé un petit peu ce processus cognitif et il se trouve, donc on a dit des images dans la tête, des catégories, des boîtes, enfin voilà, on peut l'identifier comme on veut. Mais en gros, l'idée, c'est que ça peut aussi s'appliquer à des groupes sociaux, ça on va y revenir. Ça attribue des caractéristiques et ça mène à des assimilations à l'intérieur d'une catégorie. Tous les champignons ont un pied. Et à des différenciations intercatégorielles, c'est-à-dire ce qui est un champignon, ce qui n'est pas un champignon. Voilà, on a le champignon, on a la carotte, en gros. Une fois que ça s'applique aux groupes sociaux, cette catégorisation, ça prend un petit peu une autre dimension, on va dire. Donc là, ça va venir, le stéréotype, il va venir qualifier, regrouper toutes les croyances qu'on va posséder par rapport aux caractéristiques des membres d'un groupe donné en termes de traits et ou de comportements. Il a plusieurs fonctions. Il peut expliquer pourquoi quelque chose arrive, anticiper pourquoi quelque chose arrive et justifier pourquoi quelque chose arrive. Je vais y revenir. Mais en gros, j'ai des grandes catégories de gens, voilà, en fonction de critères qui peuvent être l'âge, qui peuvent être le sexe, qui peuvent être la couleur de peau, qui peuvent être le milieu social, qui peuvent être le métier, peu importe. Et j'associe à ces catégories tout plein d'attributs. Les fonctionnaires sont paresseux. Voilà. Et ça va venir expliquer et donner du sens au monde autour de moi. Je vous ai donné l'exemple du vote par rapport à l'âge dans les exemples que j'ai donnés. Donc, on va présupposer que les personnes plus âgées ont des positions politiques plus conservatrices. Donc, ce stéréotype-là, il va venir expliquer. Elle vote conservateur parce qu'elle est âgée. Anticiper, je vais présupposer du comportement de l'autre. Comme elle est âgée, elle va sûrement voter conservateur. Et justifier certaines choses, avec des raccourcis bien sûr. Là, à l'inverse, je suis jeune, donc évidemment, je ne vote pas conservateur. Ce qui est intéressant, parce qu'on sait très bien que le vote conservateur, enfin, on sait très bien, à nouveau une généralisation, le vote conservateur, si on prend l'exemple de la dernière élection, il y avait un vote jeune conservateur, et pourtant, ça va à l'encontre de ce stéréotype. Voilà. Quelques autres caractéristiques de ces stéréotypes appliqués aux groupes sociaux, ils peuvent être positifs comme négatifs. Tout n'est pas négatif. Quand on dit une femme est douce, est-ce que c'est négatif en soi? Pas nécessairement. Ils résistent à l'expérience. Ça, c'est très important. Si je vois quelque chose qui contredit un stéréotype que j'ai, typiquement, je reprends ma femme âgée ou ma personne âgée qui vote conservateur, ah mais moi j'ai une grand-mère qui est communiste, ça ne va pas venir invalider mon stéréotype. Je vais dire c'est une exception. Voilà. Ce ne sont pas des catégories qui sont universelles. Les stéréotypes, ils évoluent dans le temps, dans l'espace. On n'a pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une culture à l'autre. On n'a pas les mêmes tout au long du XXe siècle. Uniquement. Je prends l'exemple des poils. Voilà, les poils, c'est pas féminin. Alors, il y a des régions du monde où le poil est un symbole de fertilité, donc les femmes sont incitées à garder et valoriser leurs moustaches. Et il y a également, si vous regardez les images
des tout débuts du cinéma, fin 19e, début 20e, et notamment du cinéma érotique, les femmes ont leurs poils tout à fait visibles. Et c'est considéré comme sexy, il n'y a pas de problème. Donc on voit bien que ce sont des choses qui évoluent au fil du temps, et dans l'espace, mais qui par contre sont socialement partagées dans une société, une époque donnée, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans une société occidentale, on considère que les poils chez les filles, c'est moche, voire c'est sale. Voilà. Et c'est quelque chose qui est partagé par un groupe social donné. Voilà. Ces stéréotypes, on les applique aux autres pour classer l'information autour de nous, on se les applique aussi à soi. Et c'est pas parce qu'on n'y adhère pas, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'ils vont pas avoir un impact sur nous. Un exemple de psychosocial qui est assez connu, c'est des jeunes femmes qui étaient en études en mathématiques et on a fait passer un examen à ces jeunes femmes, donc dans 2 salles différentes. Dans une salle, on leur a dit attention, c'est un exercice de maths, c'est vraiment très très dur, vraiment très très dur. Et dans l'autre groupe, on n'a rien dit. Voilà, il y a un examen, c'est tout. Les femmes à qui on a dit attention, c'est un exercice de maths, c'est très très dur, ont sous-performé sous la menace du stéréotype, c'est-à-dire la crainte de confirmer le stéréotype auquel elles n'adhèrent pas, vu que ce sont des femmes étudiantes en mathématiques, qui veut que les femmes soient nulles en maths. Voilà. Donc même sans adhérer à un stéréotype, il peut nous impacter plus ou moins consciemment. Sur les stéréotypes, donc juste une petite précision, voilà, la distinction stéréotype-discrimination. La discrimination, c'est un acte, c'est aussi, ça a une définition légale. En loi française, la discrimination, c'est le fait de refuser l'accès à un bien ou à un service en raison de l'appartenance réelle ou supposée à un groupe. Groupe social étant, ces groupes qui sont définis dans la loi, il y a une grosse vingtaine de critères. Mais donc, par exemple, selon le sexe, selon l'identité de genre, selon l'orientation sexuelle, selon l'ethnie, selon la langue, etc. etc. Ces stéréotypes, ils viennent nourrir les phénomènes de discrimination qui vont, à leur tour, contribuer les inégalités. Je vous ai mis contribuer aux inégalités, ces inégalités venant ensuite renforcer les stéréotypes. Typiquement, les femmes travaillent moins. Pourquoi elles travaillent moins ? Parce qu'elles sont assignées à rester à la maison et à ne pas être la personne qui ramène l'argent pour le foyer. Comme je vois que les femmes travaillent moins, eh ben, ça va me confirmer dans l'idée que les femmes ont moins envie de travailler et plus envie de rester à la maison pour s'occuper des enfants. En gros, c'est la poule et l'œuf. Tout ça se nourrit les uns les autres. Donc le schéma, là, c'est celui du défenseur des droits. Il y en a plein d'autres versions, mais l'idée, c'est de bien montrer qu'il y a une interaction entre stéréotypes, discrimination, inégalité, et que cette interaction, elle est multiple et protéiforme. Donc ça, on a un petit peu fait le tour. Je parle toute seule, mais n'hésitez pas vraiment à m'interrompre. Si on va un peu plus dans le détail, sur quoi ça se fonde un stéréotype ? Ça se fonde sur une catégorisation et sur des critères. Typiquement, la catégorie homme-femme, enfin les deux catégories, avec un critère qui peut être, par exemple, le sexe constaté à la naissance, les organes génitaux. Voilà. Sur cette catégorie, on va attribuer des caractéristiques. X, Y, Z, qui n'ont pas forcément à voir avec le critère qu'on a utilisé pour déterminer cette catégorie. Les femmes sont douces, la douceur n'a rien à voir avec le fait d'avoir un vagin. Et ils vont ensuite s'appuyer sur un raisonnement qui semble logique. Voilà. Tous les hommes sont forts, Marc est un homme, donc Marc est fort. Donc on fait appel à la cohérence, à l'induction, à la déduction. Mais on se fonde sur un principe de départ qui est faux. Qui est faux, en tout cas, qui est une généralisation abusive. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la mécanique dans laquelle on est. Et donc ce principe de départ, ici, c'est une généralisation abusive. Il y a d'autres formes. En gros, on s'appuie souvent sur des sophismes ou des raisonnements qui sont un petit peu fallacieux. C'est pas conscient, hein, je précise. Mais on va avoir des arguments un petit peu comme ça, tout le monde sait que, donc ça c'est l'appel au clan. Le fait que le stéréotype soit socialement partagé, tout le monde sait que les hommes sont plus forts que les femmes. La généralisation abusive que j'ai mentionnée, la pente glissante, si on autorise les femmes à voter, alors la société va s'effondrer. Là, je vous ai fait un raccourci, mais si vous remontez au débat sur le droit de vote des femmes, donc fin 19e, début 20e, on avait cette idée que
Les femmes, elles n'ont pas beaucoup d'infos politiques, elles ne sont pas très informées sur ces sujets-là. Par contre, qui elles écoutent le curé. Donc, en France, si les femmes votent, elles vont voter comme le curé leur a dit de voter. Et donc, elles vont avoir un vote conservateur, ce qui fait que les socialistes étaient contre le droit de vote des femmes à la fin du 19e siècle, sous cet argument-là. C'est une pente glissante parce que c'est un enchaînement de présupposés un petit peu étranges et pas complètement fondés. Les femmes n'ont pas accès à l'information politique. Elles sont plus religieuses. Elles vont écouter le curé pour voter et donc être défavorables au projet qui était celui des socialistes à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la pente glissante et du stéréotype qui vient motiver des propos un petit peu absurdes. Je vois des pouces, mais je ne sais pas qui, merci. Des petits pouces qui volent devant mon écran. J'ai aussi mentionné tout à l'heure le fait qu'ils résistaient à l'expérience, ces stéréotypes. C'est-à-dire que même si j'ai un contre-exemple, je ne vais pas remettre en cause cette croyance de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est compliqué, en tant qu'être humain, de se dire qu'on a tort. Voilà. C'est compliqué de l'accepter. Alors, les blagues sur l'orgueil à part, c'est compliqué aussi vraiment intellectuellement de l'admettre. Résultat, on va trouver une solution qui est, là, ce que j'avais cité, c'est une exception, une solution pour ne pas remettre en cause notre croyance de départ. Par exemple, les femmes ne savent pas conduire, mais ma mère conduit vachement bien. Soit je me dis, c'est que j'ai tort au départ, mais c'est assez compliqué d'admettre qu'on a tort dès le départ. Soit je me dis, non, mais c'est une exception, elle, c'est différent. Et là, c'est bon, mon stéréotype est confirmé. C'est ça qu'on appelle le biais de confirmation et qui explique en partie la résistance du stéréotype à l'expérience. Voilà, en très gros. Quelques caractéristiques des stéréotypes, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je ne suis pas psychologue social, c'est juste histoire de voir un petit peu sur quel type de procédé rhétorique, procédé de pensée il s'appuie et comment, notamment, ils sont en particulier construits sur des sophismes. Et pourquoi c'est intéressant de s'arrêter là-dessus dans notre démarche qui est celle d'animer auprès de jeunes des actions qui visent à les déconstruire ? Parce que si on mobilise des outils de l'esprit critique, un petit peu comme ce que j'ai rapidement évoqué en intro, on va pouvoir déceler ces sophismes et les contredire et les détruire. Pardon, les déconstruire et les détruire. Donc, nous, chez Adozen, juste pour vous dire qu'on a un outil, une campagne autour de l'égalité femmes-hommes qui s'appelle Stéréotypes, Stéréo-Meufs. C'est une web-série autour de ces enjeux de stéréotypes et qui s'accompagne de guides pédagogiques. On aura un webinaire en février où on accompagnera vraiment à la prise en main de cet outil. Néanmoins, je le cite. Pourquoi ? Parce que je me suis beaucoup inspirée des guides et des choses qu'on fait dedans pour vous donner les exemples qui vont suivre. Voilà, donc, ils sont issus de ces travaux-là. Et je vous invite à regarder la série. Elle est sur YouTube. Elle a été coproduite avec Arte et elle est super. Quand on dit, voilà, on va déconstruire les stéréotypes de genre, ça va passer par plusieurs petits exercices d'habileté de pensée, voilà, j'ai vraiment envie de les détruire aujourd'hui, pour dépioter un petit peu ce que j'ai mentionné plus haut, à savoir les présupposés sur lesquels ils se fondent, leur résistance à l'expérience, les sophismes au sens large, etc. Donc, la première chose qu'on est susceptible de rencontrer quand on intervient auprès de jeunes, c'est de questionner les catégories mêmes. Typiquement, on va travailler autour de la distinction et des critères. Être une femme, être un homme, ça veut dire quoi ? Voilà, c'est des catégories qui existent, qui sont structurantes, qui sont opérantes dans nos sociétés, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sur quoi on se base pour dire qu'un tel est un homme, un tel est une femme, une telle ? Quels critères sont mobilisés ? Est-ce que c'est des critères de comportement ? Est-ce que c'est des critères de sexe biologique, etc., etc. En gros, nous, on va faire travailler les élèves sur cette notion de critères et pour leur apprendre sur quoi se fondent les distinctions qui sont opérantes dans nos sociétés. C'est utile pour caractériser, pour définir, pour clarifier les idées des jeunes. Par exemple, ce qu'on propose aux jeunes de faire, c'est un exemple d'animation.
on va leur présenter un certain nombre de critères et on va leur demander lesquels sont pertinents ou non pour distinguer le féminin du masculin, et ils vont devoir justifier leur réponse. Est-ce que c'est les habits? Est-ce que c'est les goûts? Est-ce que c'est le prénom, l'apparence physique, le comportement, les valeurs, le rôle social, l'humour, les organes sexuels, la libido? La pertinence de ces critères, on va la questionner avec eux, avec les petites questions type que j'ai mentionnées au début. Donc, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des contre-exemples? Est-ce que tu... Voilà. On va les accompagner là-dedans. Et on va leur faire questionner ces catégories-là et la pertinence de les mobiliser ou non dans un débat, dans un dialogue. Voilà. En très gros, c'est ça. Excusez-moi, je me suis juste perdue un instant. Non, c'est bon. Pardon. Évidemment, le justifiant. Ça, c'est très important. On ne s'arrête pas juste sur le fait d'établir des critères qui distinguent le masculin du féminin. On va demander de justifier. Et c'est dans cette justification-là et dans ce dialogue-là qu'on va pouvoir un petit peu affiner la pensée. S'interroger sur ah, mais les organes sexuels, c'est un critère, mais en même temps, ce n'est pas un critère qui est visible au premier abord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont mobilisés? Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne regarde pas dans le slip des gens quand je les rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont utilisés pour distinguer les hommes des femmes? Est-ce que ces critères sont pertinents? Un autre outil de l'esprit critique qu'on va mobiliser, une fois qu'on a posé un petit peu quelle catégorie on choisissait ou non d'utiliser, ça va être tout ce qui est hypothèse, exemple et contre-exemple. En gros, l'hypothèse, bon, je vous ai mis les définitions de chaque habilité, je ne vous les refais pas en entier parce que voilà, vous êtes a priori tous des adultes, mais ce n'est pas si évident avec des enfants. Donc l'hypothèse, c'est la proposition considérée comme possible, mais incertaine, elle reste toujours à démontrer. Et lorsqu'on formule une hypothèse, on peut utiliser des exemples pour la rendre plus concrète, mais un exemple ne rend pas l'hypothèse vraie. Seules les femmes peuvent être sages-femmes. Toutes les sages-femmes que je connais sont des femmes. OK, mais un seul contre-exemple, un homme sage-femme qui existe quelque part en France ou dans le monde, vient contredire complètement cette hypothèse. Donc ça, on va les faire travailler là-dessus aussi, à travers, là, je vous ai mis un autre exemple d'animation. Pourquoi les garçons ne pourraient pas jouer à la poupée? On va inviter les élèves à réfléchir à cette question, leur demander de formuler des hypothèses. Pourquoi donc les garçons ne pourraient pas jouer à la poupée? Et sur chacune des hypothèses qu'ils vont émettre, on va travailler sur des exemples et des contre-exemples. Est-ce que cette hypothèse se vérifie? Est-ce qu'on peut la contredire? Voilà. Et donc ainsi, on va, avec les élèves, aller au-delà de la simple identification du stéréotype, mais bien essayer de le contredire et de le dépioter. On a aussi, ça c'est vraiment le cœur du truc, la généralisation abusive, je l'ai déjà mentionné, parmi les sophismes qui portent un petit peu le stéréotype. Donc la généralisation, c'est quoi? C'est on déduit une règle générale à partir d'un cas particulier. Voilà. Ce chien est jaune, donc tous les chiens sont jaunes. En gros. Lors d'un dialogue en classe, c'est intéressant de travailler à identifier les généralisations pour pouvoir les questionner en demandant est-ce que ça s'applique tout le temps, dans quelles conditions ça ne marche pas, jusqu'à quand ça marche, à partir de quand ça ne marche plus. Ça, c'est pour inviter les élèves à nuancer leurs propos, vraiment, à travailler à la nuance et à considérer la portée de leurs propos. Un petit exercice tout simple, on leur présente un certain nombre de phrases. Je ne vous les fais pas faire, les exercices, mais vous pouvez les faire dans votre tête si vous voulez. Un petit exercice sur les généralisations. On leur présente toutes ces phrases-là et est-ce que c'est une généralisation ou pas? Et donc, on apprend qu'est-ce qui relève de la généralisation ou qu'est-ce qui relève simplement du constat. Les hommes sont courageux. Est-ce une généralisation? Certains hommes sont courageux. Tout homme est courageux. Un homme est toujours courageux. Cet homme est courageux. Chaque homme est courageux. Si l'on est un homme, on est courageux. Ces hommes-là sont courageux. Être un homme, c'est être courageux. Pierre est courageux. J'ai beaucoup dit courageux. Mais voilà, en gros, on leur apprend à identifier ces généralisations pour distinguer ce qui va être un fait
que l'on va énoncer, Pierre est courageux, de ce qui va pouvoir être abusif et ne pas correspondre à une réalité observable. Ma préférée, à titre personnel, mon préféré de sophisme à travailler, c'est la pente fatale. La pente fatale, c'est le stéréotype qui mène à une espèce de conclusion un peu lunaire et qui fait souvent état d'un danger terrible. La pente fatale, c'est on tire une série de conséquences en chaîne sans qu'il y ait une réelle causalité établie entre les différents éléments de la série. Le classique, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais. Si on le décompose, qui vole un œuf serait obligé nécessairement d'avoir envie de voler plus de choses et des choses plus grosses, et donc on arriverait à voler un bœuf et à rejoindre la mafia calabraise, je ne sais quoi. Pourquoi ? Enfin, est-ce que cette causalité, elle est réellement inévitable ? Et donc ça, c'est quelque chose qui a l'apparence de la logique, mais qui s'appuie en fait sur des présupposés qui peuvent tout à fait être faux. Aujourd'hui, il y en a un qui est assez prégnant si on parle des stéréotypes de genre. Vous avez, suite à MeToo, pas mal de propos sur le mode « on ne pourra plus regarder une femme dans la rue sans se faire mettre en tôle ». Voilà, je caricature, mais pas tant que ça. Et ça, c'est ultra intéressant parce qu'on passe complètement d'un point de départ, qui est le mouvement MeToo, à une conséquence que personne ne souhaite, que personne n'a énoncée, mais qui est présupposée. Voilà. Vu que les femmes commencent à dénoncer les agressions ou les actes sexistes dont elles sont victimes, elles vont vouloir tous nous foutre en tôle. Il y a un lien, si vous voulez, une série de présupposés qui s'est enchaînée pour en arriver là, et qui ne sont pas fondés sur quelque chose de réel. Donc, un exemple d'animation, comment on fait travailler ce truc-là aux élèves ? On les fait travailler sur la construction de pente fatale, donc ça c'est un peu, on les incite un peu à être mauvais, mais en identifiant les présupposés des catastrophes imaginées. Catastrophes catastrophiques, c'est écrit sur la slide. L'exemple qu'on donne, c'est si un homme exprime sa tristesse en pleurant, alors il sera pris pour une personne faible. On ne pourra plus lui faire confiance, il perdra son travail, il terminera SDF. Donc, déjà, ça veut dire que pleurer, c'est être faible. Être faible veut dire qu'on ne peut pas nous faire confiance. Si on ne peut pas nous faire confiance, on ne peut pas avoir de travail. Et si on n'a pas de travail, on est nécessairement SDF. Il y a tous les présupposés qui s'enchaînent. Et donc, on fait faire l'exercice aux élèves. Si une personne porte une jupe pour aller au travail, alors, et donc il faut construire 4-5 conséquences complètement catastrophiques, complètement apocalyptiques, et voir quels sont les présupposés qui ont permis d'atterrir sur cette fin-là. Autre habileté de pensée importante sur ces enjeux de stéréotypes, c'est tout ce qui va être cause et conséquence. Identifier les conséquences d'un stéréotype donné, c'est extrêmement important pour le raisonnement, pour l'habileté et pour l'acquisition d'une pensée critique, mais c'est aussi dans cette interaction entre stéréotypes et discrimination que j'ai mentionnée tout à l'heure, réfléchir à la portée de ces propos aussi, prendre la mesure de ce qu'on pense et de ce qu'on dit, et devenir vigilant. C'est quoi les suites possibles d'un stéréotype ? En gros, une fois qu'on a dit les hommes ne pleurent pas, c'est quoi les conséquences possibles ? Voilà, typiquement. Un exemple d'animation autour de ça, on va demander aux élèves d'envisager les conséquences de « les femmes ne savent pas conduire » ou « les hommes ne pleurent pas » à l'aide de catégories. Donc, on va leur dire, voilà, ce serait quoi les conséquences en termes de relation à soi, de relation aux autres, de vie professionnelle, d'études, de loisirs et de l'organisation de la société tout entière. On ne leur demande pas d'être d'accord ou pas, à nouveau, mais vraiment, on envisage avec eux, ce serait quoi les effets, c'est quoi les effets de ce stéréotype. Et ça, c'est important pour justement prendre toute la mesure de ce que les stéréotypes peuvent impliquer ensuite en termes de discrimination et d'inégalité. Est-ce qu'il y a des questions ? Je parle toute seule depuis 40 minutes. Ok. Très bien. Je voulais, et donc là, je vais vous demander vraiment de prendre en main le chat. Désolée, parce que je voulais vous faire un petit peu rapidement un petit exercice
où je voulais que vous releviez quelques sophismes à partir de petites perles que j'ai trouvées issues de la vie politique française de ces 10-15 dernières années. Il y en a de tous les côtés, de tous les partis. Normalement, j'ai essayé d'être œcuménique. Donc, simplement dans le chat, si vous pouvez m'indiquer si vous relevez un présupposé, une pente glissante, pardon, pas fatale, une généralisation abusive, quelque chose. Voilà. Donc, je vous laisse 5 minutes pour je vais les lire à voix haute et pour m'indiquer dans le chat ce que vous repérez. La première, c'est « Mais qui va garder les enfants ?» de Laurent Fabius à propos de la candidature à la présidentielle de 2007 de Ségolène Royal. La deuxième, c'est Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture. « J'ai tenté de promouvoir des femmes au maximum, bien que nos dossiers soient très techniques. » La troisième, c'est bien la parité en politique, mais c'est bruyant. Nicolas Sarkozy à propos de Valérie Pécresse qui bavardait pendant une réunion. Attention, celle-là, elle est un peu longue. Il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. L'homme doit être un prédateur sexuel civilisé. Il y a une attente de virilité, une attente de violence. Éric Zemmour. Et enfin, c'est une rupture de civilisation de vouloir dénaturer le mariage qui est depuis toujours une réalité merveilleuse et fragile. Cardinal Barbarin à propos du mariage pour tous. À votre avis, quelles habiletés on peut mobiliser pour travailler sur ces trucs-là? Donc, déceler les pentes glissantes, déceler les présupposés, travailler sur les causes-conséquences aussi. Voilà. J'attends vos réponses dans le chat. Je donne 2-3 minutes. Je vois que c'est en train de taper, hein, donc je vous laisse. Ouais, je sais. Alors, je vois qu'Isabelle est en train de taper longuement. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Si vous en identifiez juste un aussi, ça marche. Bon. Je vais en faire un ou deux. Alors, les femmes n'aiment pas traiter les dossiers techniques. Il peut y avoir celui-là, effectivement. Donc, ça, c'est sur celui de Stéphane Le Foll. Il y a un intérêt pour la technique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un présupposé sur leur capacité à traiter les dossiers techniques? On sait que sur les sujets de technique et d'industrie et de science au sens large, il y a un présupposé qui est que les femmes seraient moins douées. Les femmes n'en sont pas capables. Tout à fait. Donc là, on est bien sur un présupposé. Présupposé qui peut, je le dis, s'appuyer là sur une généralisation abusive liée au fait que, excusez-moi, les femmes s'orientent globalement moins vers les métiers techniques, ce qui est nourri par ce stéréotype-là. Voilà, on est vraiment dans cette interaction-là que je mentionnais tout à l'heure, où stéréotype, inégalité se rencontrent. Et donc là, les deux viennent abonder ce propos. Je reviens juste sur « mais qui va garder les enfants ?» que j'aime beaucoup. Donc, à propos de la candidature de Ségolène Royal, présupposant que si la mère n'est plus à la maison, ça va être le bazar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la mère qui pourrait s'en occuper. Présupposé. C'est bien la parité en politique, mais c'est bruyant. Là, on s'appuie sur le stéréotype. Les femmes sont bavardes, et donc généralisation abusive, en l'occurrence. En termes sur le suivant,
la magnifique citation d'Éric Zemmour. C'est intéressant sur celle-là d'aller sur les causes-conséquences. Il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes, une violence civilisée évidemment, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'homme doit être un prédateur sexuel civilisé, il y a une attente de virilité, une attente de violence. Quand on dit il y a une attente de violence, ici de la part des femmes, c'est quoi les conséquences d'un propos de cette nature? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait dire que c'est OK d'avoir des rapports sexuels violents. Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça vient justifier quelque chose comme ça. Ensuite, le dernier, pour moi, c'est l'exemple absolu de la pente glissante. D'ailleurs, beaucoup des propos qui ont été émis par les opposants les plus virulents, je dirais, du mariage pour tous, sont des exemples de pente glissante ultra intéressants, notamment par rapport aux stéréotypes de genre, même si là, on parle des enjeux autour de l'orientation sexuelle. Pourquoi? Parce que ce que dit Barbarin, d'autres l'ont dit. C'est-à-dire, si les homosexuels peuvent se marier et adopter des enfants, ce sera la fin de la civilisation. Il y a eu plein de versions de ça. Voilà, je vous ai mis celle-là, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le mariage n'est pas réservé aux femmes et aux hommes, il va se passer un truc dans notre civilisation qui va faire qu'on va tous s'effondrer. Donc, c'est accorder énormément d'importance aux relations hétérosexuelles, déjà. C'est dire qu'il faut nécessairement un papa et une maman pour un enfant. Bon, il y a pas mal de mères célibataires qui pourraient contredire ce propos-là. Enfin, voilà, il y a plein de présupposés et on est vraiment sur une pente glissante où on passe de 2 hommes ou 2 femmes qui se marient, qui peut-être adoptent un enfant, à la fin de la civilisation, sans bien voir comment, de l'un à l'autre. Voilà. Bon, ça, c'était quelques petits exemples comme ça. Juste que j'ai retrouvé. Et 2 secondes que je reprenne la main sur mon PowerPoint, qui décidément fait des siennes, c'est bon. J'arrive à la fin de ce webinaire. Pour conclure un petit peu, juste pour vous dire, nous, toutes ces animations que je vous ai présentées, donc le fait de faire des petits exercices comme ça, mental aux élèves, d'exercer leurs muscles d'esprit critique, de déceler des sophismes, de déceler des pentes glissantes, de déceler d'émettre des hypothèses, de les exemplifier, de donner des contre-exemples aussi. Tous ces exercices-là, on les fait donc sous des formats type ce que je vous ai présenté, donc des petits tableaux, des phrases à commenter, des choses comme ça. Mais ça va aussi venir abonder quelque chose que nous, on appelle le dialogue et qui est au cœur de notre démarche pédagogique, où on va asseoir les élèves en cercle. L'image n'est pas gratuite. Et où on va sur la base d'une expérience commune, donc qui peut être une activité, une vidéo, peu importe. Les élèves passent un moment ensemble autour d'un sujet. Ils vont ensuite formuler une question. Toutes les questions vont être mises au pot commun. On va voter pour la question qui intéresse le plus de monde. Et ensuite, l'animateur va poser un cadre et inviter tout le monde à y répondre en assurant une rigueur intellectuelle dans le propos. Les questions, elles sont super variées. C'est vraiment, elles viennent des jeunes. Mais par exemple, pour être un homme, pour être viril, est-ce qu'il faut être musclé? Et ben, on va commencer à poser ces questions de virilité. Et l'animateur, l'animatrice va questionner les élèves sur qu'est-ce que ça veut dire être viril? Est-ce que tous les hommes sont virils? Est-ce que tous les hommes sont musclés? Est-ce que nanana. Et c'est comme ça que va se construire un raisonnement qui soit plus fin, qui soit plus complexe finalement que la lecture en première intention. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu le summum de notre démarche. On n'a pas toujours le temps de le faire, mais ça vient un petit peu synthétiser toutes les habiletés de pensée qu'ils auront exercées au préalable. Voilà. Moi, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Simplement, pour vous dire, je l'ai mentionné au début, toutes les activités que je vous ai mentionnées et toutes ces choses-là, elles viennent d'un outil qui est beaucoup plus gros, conséquent et complet, qui s'appelle Stéréotypes Stéréomeufs. Et on vous invite en février à un café branché qui aura lieu a priori le 22 février. Le 22 ou le 15, j'ai un doute d'un coup.
mais à la moitié du mois de février à peu près, et on vous présentera vraiment comment utiliser l'outil, comment l'animer en classe très concrètement, si vous voulez faire des choses pour le 8 mars par exemple, ou à d'autres dates, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et donc ce sera, je pense, bien le 15. Voilà, merci. Sophie me dit oui en même temps. Vous aurez les annonces sur nos réseaux sociaux. Et voilà. Et si vous avez des questions, j'ai également mis mon contact et notre site web. Et restez en ligne 3 minutes, s'il y a des questions, mais sinon c'est tout pour moi et je vous libère et je vous souhaite à tous et toutes un super bon week-end.